Bienvenue dans Azur Politique, votre rendez-vous politique sur BFM Nice Côte d'Azur. Chaque jeudi soir, nous recevons celles et ceux qui font la vie politique de la Côte d'Azur et des Alpes-Maritimes. Émission en partenariat avec Nice Matin. Denis Caro, directeur des rédactions à mes côtés, comme chaque jeudi. Bonsoir Denis. Bonsoir Céline. Et notre invitée est Juliette Chenel-Leroux. Bonsoir. Bonsoir. Élue écologiste à la ville de Nice, présidente des élus écologistes à la métropole. C'est ça. La question d'Azur Politique ce soir. Quelle place pour les écologistes dans les Alpes-Maritimes? À Nice, de grands chantiers vont changer le visage de la ville. La destruction du TNN, les grands travaux du port feront-ils de Nice une ville plus verte? Nous vous poserons la question. Et puis comment se positionnent aussi les écologistes sur les questions sociales, le logement trop cher, l'inflation, le désenclavement des quartiers. Tout à l'heure, face à vous, Juliette Chenel-Leroux, nous accueillerons Olivier Bettati qui pilote le projet du Port Olympia. Azur Politique, c'est parti. Quelle place donc pour l'écologie dans les Alpes-Maritimes? On va commencer par un des dossiers qui vous a beaucoup occupé ces derniers mois, Juliette Chenel-Leroux, celui du projet de destruction du TNN et d'Acropolis. Vous vous opposez fermement à ce projet de la ville de Nice, donc au prolongement de la coulée verte. Est-ce qu'on peut être écologiste et s'opposer à davantage d'espaces verts en centre-ville? Il faut prendre en considération tout l'impact qu'a une destruction et ce qui est prévu derrière, c'est-à-dire une reconstruction d'un nouveau palais des congrès à l'extérieur de la ville de Nice. Donc détruire et reconstruire, c'est 2 fois plus de CO2 émis que de mettre à niveau, que de réhabiliter un bâtiment existant. Et sur la durée, le fait d'avoir le prolongement de la coulée verte, d'avoir un îlot de verdure important supplémentaire à Nice, est-ce que c'est pas le bon calcul? Il faut mettre de la verdure dans la ville pour rafraîchir la ville, mais l'emplacement qui est prévu à l'endroit du TNN et à l'endroit de l'Acropolis, c'est-à-dire sur la dalle de béton qui recouvre le paillon, ça n'est pas l'endroit idéal pour planter des arbres, vous en convenez. On va donc pouvoir probablement mettre du gazon et quelques petits arbres sur les côtés, comme c'est le cas actuellement sur la coulée verte, mais on ne pourra pas faire une forêt urbaine. Et pour autant, c'est un lieu qu'affectionnent beaucoup de Niçois. On s'y promène, on y pique-nique en été. Pourquoi priver les Niçois d'allonger encore cette coulée verte? C'est pour ça qu'on a fait une contre-proposition. Nous avons proposé aux Niçois un contre-projet qui consiste à réhabiliter le TNN, à y ajouter de la verdure et surtout à faire ce que l'architecte avait prévu, c'est-à-dire faire une passerelle qui mène de la coulée verte jusqu'à l'esplanade Niki de Saint-Phal qui est en face du théâtre. Ce qui permettra d'amener les gens à se promener et de continuer par derrière jusqu'au jardin de la Tête Carrée. Donc vous conservez Acropolis également, vous n'y touchez pas? Acropolis a besoin d'une grande réhabilitation, mais garder Acropolis, ça veut dire aussi renoncer à ce grand projet de palais des congrès à l'extérieur de la ville, qui lui, pour le coup, est une vraie usine à béton. Éric Ciotti est devenu un des plus fervents opposants à ce projet. Vous vous rejoignez donc sur ce point. Les crédits départementaux vont être coupés d'ailleurs. Vous avez trouvé en Éric Ciotti un allié de circonstance sur le dossier du TNN? On fait surtout appel à l'intelligence des Niçois et de ceux qui comprennent les enjeux de cette destruction. On a différentes raisons pour ne pas se positionner en accord avec le maire de Nice. Éric Ciotti a les siennes. Nous, c'est vraiment sur un aspect écologique et financier. Pour autant, on n'a pas l'impression qu'il y ait une mobilisation particulière des Niçois autour du sujet du TNN. Le théâtre de Nice ne rassemble pas tous les Niçois. Qui va au théâtre aujourd'hui, ça n'est pas encore tous les Niçois. Pour autant, il faut faire connaître aux Niçois l'intérêt de ce lieu. Il pourrait s'opposer à un chantier aussi qui va être peut-être pénible à supporter pour les riverains. Je veux dire, on peut ne pas aller au théâtre et pour autant, les Niçois pourraient massivement s'opposer à ce projet. Ça ne semble effectivement pas être le cas. Quand on approche les Niçois, notamment dans le quartier Risseau, dans tout le quartier alentour, les gens nous disent vous pensez vraiment qu'il va le faire? Vous y croyez vraiment? Il a dit ça, mais c'est pas possible. On peut pas détruire un bâtiment qui n'a pas 40 ans. De notre côté, le chantier de l'extension du tramway avait été très contesté. Il a été réalisé. La coulée verte a été réalisée. On peut imaginer que ce projet ira à son terme.
Alors nous, on attend les élections, bien sûr, pour qu'un nouveau ou une nouvelle ministre de la Culture prenne des décisions qui soient prises en conscience sur l'impact sur la culture de cette destruction du TNN. Et sur l'aspect des congrès, pour l'instant, rien n'est encore acté. Il n'y a aucun panneau, nous n'avons encore rien voté pour une destruction du palais de l'Acropolis. Donc il y a encore de la marge de manœuvre, nous on est encore optimistes. Mais vous pensez encore que ce projet n'ira pas au bout? C'est ça que vous nous dites? Oui, tout à fait. Oui. On pense tout à fait qu'il n'ira pas au bout. D'abord, la ministre de la Culture a donné son autorisation à la destruction à condition que la salle du palais iconique soit ouverte. En 2022. Qu'il y ait des lieux alternatifs, effectivement. Et dans le courrier, c'est exactement dit que les 3 lieux prévus, dont la salle iconique, soient ouvertes en 2022. Ce ne sera pas le cas, donc je ne vois pas pourquoi ils commencent les travaux de destruction avant. Alors, un autre sujet sur lequel le maire Christian Estrosi s'est engagé, c'est sur la qualité de l'air. Il s'est engagé à réduire la qualité de l'air de 55% d'ici 2030. Ça paraît être un objectif ambitieux. Vous le jugez ambitieux, cet objectif? C'est un objectif nécessaire. Si on veut respecter la santé des Niçois et si on veut respecter les accords de Paris, il faut absolument aller vers ces moins 55% en 2030. Donc nous, on est très favorable à cet objectif. Et la ville se donne les moyens aujourd'hui pour parvenir à cet objectif? Non, la ville ne se donne pas les moyens suffisants. Et surtout, ce qui est quand même très désagréable pour nous, c'est de voir que M. Estrosi se moque de nous quand il donne ses chiffres de progression. Il nous dit, j'ai beaucoup baissé les gaz à effet de serre. Vous voyez, sur l'avenue de la Californie, depuis qu'il y a le tramway, on a diminué. Mais il mesure ça sur les 2 kilomètres de l'avenue de la Californie. Or, il y a toute la ville qui souffre de la pollution à cause de toutes ces voitures qui circulent et à cause des avions de l'aéroport. L'engagement de Christian Estrosi, l'engagement écologique, il n'est pas sincère. Je crois qu'il est sincère, mais je crois qu'il n'a pas encore tout saisi, tout compris de la globalité de ce qu'est un projet écologique. C'est-à-dire qu'on est obligé de lâcher certaines choses quand on veut s'engager pour la réduction des gaz à effet de serre. On ne peut pas continuer de vouloir faire un agrandissement d'aéroport ou un nouveau palais des congrès et de partir sur les palais des congrès, les congrès du XXe siècle, en voulant aller sur le XXIe siècle de la pollution. C'est pas la même chose. Donc il a de la sincérité, et je pense que le fait d'être un papa, d'avoir une femme jeune et dynamique, fait qu'il a tout compris à ces choses-là. Il a compris l'enjeu, mais il n'a pas encore compris comment y arriver. Vous me dites presque du bien de Christian Estrosi, finalement, ce soir. Il y a aussi ce projet de zone à faible émission. Parce que finalement, ce que vous soulignez, ce sont plutôt des contradictions. Oui. Mais tout de même, il y a des projets qui sont difficiles à renier, comme pour des élus écologistes, je pense à cette zone à faible émission en centre-ville. Alors peut-être que vous estimez qu'il faut l'étendre davantage, mais est-ce que c'est une bonne idée? Les zones à faible émission, c'est une obligation légale. Donc M. Estrosi va être obligé de répondre à l'obligation légale. Il peut s'en féliciter, il peut en faire la publicité, mais aujourd'hui, il y a des tas de villes en France qui l'ont déjà fait. Donc nous demandons des zones à faible émission dans toutes les zones où il y a des personnes qui sont en danger de souffrir de la pollution, près des écoles et dans les rues qui n'ont pas la nécessité d'avoir un passage en voiture. Une première expérimentation est prévue et Christian Estrosi a annoncé qu'au terme de cette expérimentation, il soumettra l'élargissement de la zone à faible émission à un référendum. Est-ce que c'est pas une bonne idée de consulter les Niçois sur ce sujet? C'est toujours une bonne idée de consulter les Niçois parce que c'est aussi une façon de partager ce projet et de ne pas leur imposer un projet. Donc nous sommes pour la consultation. Par contre, un référendum sera-t-il nécessaire? Vu que c'est une obligation légale, je ne vois pas l'intérêt d'un référendum. Mais expliquer aux Niçois, leur faire comprendre que circuler à 30 à l'heure dans leur rue, ce n'est pas les priver de quelque chose, ce n'est pas les ennuyer, mais c'est faire un progrès pour la santé des enfants et pour la sécurité routière. Tout va bien. On vient de balayer un certain nombre de sujets où vous-même vous dites le maire de Nice a saisi certains enjeux écologiques. Comment, dans ce contexte, les écologies peuvent être audibles alors qu'il y a déjà beaucoup de projets, de chantiers sur la table pour l'environnement à Nice? C'est ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire on peut être sincèrement concerné par des enjeux écologiques, mais ne pas utiliser tous les outils qui permettraient de réduire les gaz à effet de serre sur la ville de Nice. Et aujourd'hui, nous on dit, M. Estrosi pourrait faire, puisqu'il dit qu'il a compris l'enjeu, mais il ne le fait pas parce qu'il est quand même pieds et poings liés
avec les grands hôteliers de la zone Arenas, avec l'aéroport de Nice et avec les grands prestataires de congrès internationaux. Allez, tout de suite, c'est l'heure du face-à-face. Chaque semaine, notre invité est face à un contradicteur. Olivier Bettati, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez la mission de concertation sur le projet du port. Ça fait partie des grands chantiers qui vont démarrer à Nice. D'abord, on a tout simplement voulu poser la question aux Niçois, en particulier les restaurateurs autour du port. Voilà ce qu'ils pensent de ce futur chantier. Ça a été difficile pendant plusieurs années, mais il n'y a pas eu que les travaux du tramway avant ça. Il y a eu les travaux des terrasses. Et c'est vrai que ça a été compliqué pendant pas mal de temps. Ça dynamise un peu le port, donc je trouve que c'est une bonne idée. Quand même mieux de manger à côté où il n'y a pas de voiture, où il n'y a pas de gaz. Donc c'est sûr que c'est mieux. Les places de stationnement qu'on enlève, on les met où ? Olivier Bettati, on rappelle que vous avez été d'une certaine façon rappelé par Christian Estrosi après plusieurs années de brouille politique pendant lesquelles vous étiez passé dans l'opposition. Voilà, c'est pour replanter un petit peu le décor. Je ne suis pas certain que ce soit pour ça qu'on soit venu me chercher, mais enfin, en tous les cas... Ce projet pour savoir d'où on parle, qui parle et d'où on parle. Ce projet du port, d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est un simple réaménagement ? C'est beaucoup plus que ça ? Bon, c'est un livre ouvert, le port de Nice. Vous savez, moi, je suis issu d'une vieille famille niçoise. Dans les archives de ma famille, j'ai retrouvé ce document qui est le rapport de l'abbé Grégoire quand Nice est devenue française, de ce que la France avait. Et dedans, il y a 6 pages sur le port de Nice. C'est exactement les mêmes problématiques aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait, depuis 150 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Oui, un peu d'électricité, un peu de bateau. Et aujourd'hui, la volonté de Christian Estrosi, c'est de poser les vraies questions sur que doit devenir l'Est de la ville, comment le port doit s'intégrer dedans et quel doit être le port de Nice. Votre groupe, comme tous les groupes d'ailleurs, se sont toujours plaints, et avec raison, de la problématique qu'avaient les élus en place pour aller voir les citoyens. C'est-à-dire qu'on a tous vécu, et ce matin on parle souvent, les enquêtes publiques où personne ne va, et puis une fois que les projets sortent, tout le monde dit « Ah mais si j'avais su ». L'idée de cette mission, et c'est pour ça qu'il est venu me chercher, c'est pendant 6 mois, aller à la rencontre des acteurs économiques, les restaurateurs. Et ça, c'est pas une concertation de plus alors ? Ça, c'est pas une concertation de plus parce que l'idée, c'est pas venez si vous voulez, je vais aller les voir, les habitants, le pôle économique, les gens qui sont les gens de la vie maritime du port, et de rendre un dossier au mois d'avril ou de mai au maire dans lequel on aura posé les volontés de tout le monde. Et moi, j'engage votre groupe, et j'espère qu'on aura ensemble l'occasion de dépasser les chicaneries politiques, parce que c'est l'avenir de l'Est du département, et moi je suis certain que les écologistes, mais comme toutes les autres formations politiques, ont tout à gagner, et je sais que vous aimez Nice, à venir travailler à mes côtés pour amener des idées, pour discuter ensemble, parce que je crois qu'on a là l'occasion de lancer quelque chose d'intéressant et de travailler différemment. Voilà. Il est très bien ce projet pour le port ? Mais pour l'instant, il n'y a pas de projet pour le port. Il y a eu une concertation sur le quartier Bonaparte, où on a participé, justement. Tout à fait. Et effectivement, sur le port, nous, on va participer. S'il y a des concertations, on en sera. Le point sur lequel je peux chicaner, si vous le dites, c'est la composition de cette commission que vous présidez. Elle est composée notamment de 2 responsables de yachting. Ce que nous, on ne veut pas, et on espère que ce ne sera pas le cas à l'issue de la concertation, c'est, encore une fois, déplacer le peuple niçois, donc les personnes populaires qui habitent dans ce quartier, pour en faire un grand centre de yachting. Donc, voilà, Juliette Chaleroux, vous dites que certains vont venir défendre leurs propres intérêts. Je suis ravi que vous posiez l'histoire, parce que c'est pas du tout ça. Il y a effectivement une commission dans laquelle il y a des acteurs économiques du port, mais mon boulot à moi, si j'ose dire, c'est d'aller justement à la rencontre de toutes celles et tous ceux qui vivent le port, les comités de quartier, les associations et tous les partis politiques, parce que je pense que c'est important pour que chacun puisse venir donner son avis, donner des idées, parce que je suis intimement persuadé qu'il y a des gens qui ont plein d'idées là-dessus. Et ensuite, amener au maire une espèce d'audit des volontés de tous, de ce qui existe, de ce que certains ont comme idée, de ce qu'on pourrait y faire, et ensuite, bien évidemment, à lui d'arbitrer. Et moi, j'ai été conseiller général et adjoint au maire pendant 30 ans, donc je sais à la fois comment fonctionne l'administration
je crois pouvoir être quelqu'un relativement accessible. J'ai de vrais moyens mis à disposition pour que tout le monde puisse participer et que ça soit un projet porté par tous. Il y a un point quand même intéressant, c'est les ferries. Ça, c'est source de pollution de l'air de façon considérable. On sait que la ville envisage de taxer les passagers avec voiture, mais est-ce qu'on envisage de taxer aussi les compagnies maritimes? Et est-ce que ça, Juliette Chenel-Leroux, vous avez des attentes sur ces questions? Nous, on s'est toujours battu contre les bateaux de croisière. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de bateaux de croisière qui vont dans le port de Nice. Ils vont plutôt dans la baie de Villefranche. Mais la baie de Villefranche, c'est aussi notre intérêt, c'est la métropole. Donc, c'est la pollution aussi dans la métropole. Réduire les bateaux de croisière, il faut le faire. Réduire les ferries, il faut se poser la question de quel va être l'impact. Si on réduit les ferries, comment vont aller les Corses qui vivent à Nice pour rentrer chez eux? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que vous connaissez l'ATR 72, Monsieur Bettati? D'avion? Voilà. Oui. Eh ben, un ferry comme le Napoléon, par exemple, c'est l'équivalent de 20 ATR 72. Donc il faut faire attention quand on dit on va supprimer les ferries, parce que les gens vont se reporter sur l'avion ou vont aller à Marseille ou à Gênes pour prendre le bateau. Donc c'est déplacer. C'est la question de la continuité territoriale, effectivement, qui se pose parmi toutes les autres questions. Celle de ce port, et dans ce vieux rapport, on peut aussi parler des cimentiers. Il y a des cimentiers aujourd'hui qui sont dans le port de Nice, et il y a des myriades de camions qui traversent la ville pour aller amener le ciment. Il y a des yachts, c'est un peu de tout, et vous savez, tout ce qui est un peu de tout, ça finit toujours par être beaucoup de rien. Donc l'idée, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce que les Niçois qui habitent ce quartier, mais aussi les autres, parce que c'est un des éléments de patrimoine de cette ville, ont envie d'avoir. Et puis, comment est-ce qu'économiquement on inscrit aussi ce port dans ce que souhaite faire le maire, c'est-à-dire tirer aujourd'hui la ville vers le haut avec un tourisme de plus grande qualité que ce qu'il y avait jusqu'à présent. Ça devra s'inscrire dans cette réalité économique. Mais l'idée, et faites-moi le plaisir de venir travailler à nos côtés, c'est vraiment dans cette première phase-là d'aller à la rencontre de toutes celles et de tous ceux qui ont envie d'avoir des idées sur l'est de la ville, parce que le port, en réalité, c'est une grande partie de l'est de la ville. Nous, on a un exemple, c'est quai de la Douane. Oui. À chaque conseil municipal, on vend des appartements qui appartiennent à la ville de Nice, on les vend à la découpe, plutôt que de faire des logements qui pourraient ouvrir ce quartier populaire à des populations qui ont besoin de logements sociaux. Ce sont des appartements qui appartiennent à la ville et qui sont vendus, donc vendus cher. Ça rapporte de l'argent à la ville, mais c'est aussi une façon de chasser le peuple de la ville. Donc pour vous, un des problèmes du projet du port, c'est que ça va boboiser. Je ne sais pas si c'est le bon terme, le quartier du port, et faire monter les prix. Pour vous, c'est ça le principal risque. Vous savez, je vais vous donner juste un seul chiffre. Le prix d'entretien d'un bateau, c'est 20% du prix du neuf par an pendant 20 ans. Donc un bateau de 20 millions, c'est beaucoup d'argent dans plein de petits métiers. Et c'est l'inverse de ce que vous pensez. Et c'est pour ça que je vous engage aussi à venir discuter avec des gens, ceux du yachting par exemple. Ça répond pas à la problématique. Mais la problématique de réaménagement du port de Nice, on ne peut pas l'inscrire en réalité au travers, on ne peut pas y réfléchir au travers du prisme des logements sociaux. J'entends bien ce que vous me dites, et c'est un débat constructif, mais mon boulot à moi, c'est pas de savoir si on doit vendre des appartements à la découpe. Et je ne crois pas qu'on chasse des gens du port de Nice objectivement aujourd'hui. L'idée, c'est de savoir comment ce port doit s'inscrire dans l'avenir du développement de cette ville, quel type de port doit-il être, et la mission qui est la mienne, c'est d'y faire participer le plus grand nombre de gens possible pour que, une fois sorti, ce projet soit porté, non pas simplement par ceux qui y habitent, mais par toutes celles et tous ceux qui ont envie que cette partie de la ville évolue et change. Nous participerons à cette concertation. Mais j'espère bien, nous ne souhaitons pas que le port de Nice devienne encore un port comme celui d'Antibes, le quai des milliardaires, ou celui de Monaco à Fontvieille. Il faut qu'on reste niçois et qu'on ait cette étincelle de vie particulière qu'il y a. Si on a la chance d'avoir des pêcheurs d'oursins, j'étais avec eux ce matin, eux peuvent coexister avec des yachts, avec d'autres. On l'a compris, ce n'est que le début de cette concertation. Ce sera intéressant de vous entendre dans quelques temps quand cette concertation aura avancé. Merci Olivier Merci à Bettati. vous. Allez, c'est un sujet dont on parle beaucoup, le vélo. Le vélo qui est en plein essor, on le sait. Est-ce que c'est vraiment le cas à Nice? En tout cas, la métropole a lancé un plan vélo en 2021. L'objectif, c'est de doubler le nombre de voies cyclables d'ici à 2026.
Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on en fait assez pour le vélo, Juliette Chenel-Leroux? On n'en fait jamais assez pour le vélo, parce qu'on pourra dire qu'on sera une ville cyclable lorsque on pourra faire du vélo à nos enfants sans avoir peur qu'ils se fassent renverser par les voitures. Et peut-être faire du vélo pour aller au travail, parce qu'aujourd'hui, il y a moins de 2% des Niçois qui vont au travail en vélo. Là, il y a peut-être aussi beaucoup de travail. Il faut distinguer vélo-loisir, vélo-travail. Il y a eu un vrai effort sur l'axe Est-Ouest, grâce à la promenade des Anglais. Il faut vraiment maintenant doubler d'efforts sur l'axe Nord-Sud, c'est-à-dire pour aller jusqu'à Nice-Nord, jusqu'à Pessicard, jusqu'à Bourg-Guillonne et au-delà. Est-ce qu'il faut encourager davantage la pratique du vélo avec des subventions? Il y en a qui existent déjà, hein, c'est 100 € pour un vélo mécanique et jusqu'à 400 € pour un vélo électrique. Est-ce qu'on doit aller plus loin? Est-ce qu'on doit trouver d'autres solutions pour que les gens se mettent davantage au vélo? Il faut vraiment des pistes cyclables sécurisées, c'est-à-dire des zones où la voiture ne peut pas passer et où on ne va pas renverser les piétons. Le partage trottoir-vélo, c'est assez difficile. Dans la ville surtout, où les gens s'arrêtent, bifurquent, rentrent dans une boutique, ressortent. Ça, c'est dangereux. Il faut avoir des zones sécurisées, comme sur le boulevard Gambetta, sur le projet auquel nous avons participé et que nous avons validé, ce projet de piste cyclable sur le boulevard Gambetta. Et il faut le prolonger jusqu'au nord de Nice, parce qu'il y a des Niçois au nord de Nice qui font du vélo. Globalement, vous êtes écouté et entendu par la majorité sur ce type de sujet? On peut dire qu'il y a, comme depuis quelque temps, il y a un progrès, mais c'est pas encore assez. Bien sûr, c'est pas encore assez. Bien sûr, il y a aussi la difficulté des collines. Et sur les collines, là, l'aide financière sur les vélos électriques est une chose importante. Et on ne pourra pas faire de pistes cyclables, évidemment, sur les collines. Il faut développer des pistes cyclables sécurisées, c'est tout ce que je peux dire. Et il faut écouter les associations, comme l'association Nice à Vélo, qui est un vrai interlocuteur parce qu'il concerne tous les usagers. L'éducation au vélo aussi, c'est une chose très importante. Moi, je connais des adultes qui ont réappris à faire du vélo parce qu'ils n'en avaient plus fait depuis leur enfance. Et ça, on apprend à faire du vélo en ville. On apprend à faire du vélo en ville. Alors, on a aussi très envie de savoir comment les élus écologistes se positionnent sur d'autres thèmes chers à la gauche, sur les questions de lutte contre les inégalités notamment. On va parler du logement. On l'a abordé rapidement tout à l'heure. À Nice, le prix au mètre carré, il a plus que doublé en 20 ans. Comment on aide les Niçois à se loger? Eh bien, il faut arrêter de faire de la construction à tout va à l'extérieur. Il faut mettre les efforts sur la réhabilitation des logements en ville. Il faut aussi limiter les logements touristiques comme ce qui va être voté demain pour la limitation des Airbnb. Il faut pouvoir proposer aux Niçois des logements sociaux, mais aussi des logements pour les actifs qui ne dépendent pas des logements sociaux. Et pour ça, il faut plafonner les loyers. Ça, c'est fait. Il faut encadrer les loyers. Il faut encadrer les loyers. Encadrer les loyers, ça ne veut pas dire vous êtes propriétaire, on va baisser votre loyer. Non, ça veut dire vous êtes propriétaire, vous changez de locataire, vous n'aurez pas le droit d'augmenter le loyer de plus que le montant qui sera fixé par la ville. En matière de logement social, comment on pourrait faire plus et mieux? En matière de logement social, il faut faire plus de diffus. Il faut bien sûr arrêter de créer des quartiers complètement excentrés et qui peuvent éventuellement rassembler les problèmes de précarité dans un même endroit. Aussi pour qu'il y ait une mixité dans les écoles. Il faut faire plus de diffus. Donc la loi le dit, à partir de 1500 mètres carrés d'habitation, il faut qu'il y ait des logements sociaux dans un immeuble. Est-ce que c'est appliqué? Je n'en suis pas sûre. Il faut que dans la ville, on réhabilite du logement. Il y a beaucoup de logements où il pourrait y avoir des logements sociaux dans des appartements. Il y a la loi SRU aussi qui n'est pas respectée à Nice. On est loin de l'objectif. On est loin, oui, on est à 14%, on devrait être à plus de 20%, oui. Il y a la ligne 5 du tramway, le tracé a été totalement dévoilé aujourd'hui. Cette nouvelle ligne, elle va aller notamment jusqu'au quartier de l'Ariane, jusqu'à la Trinité, jusqu'à Draps. Ça, c'est une bonne chose pour désenclaver? Je vais vous dire que moi, j'étais sur ce combat depuis 5 ans, voire 6 ans, avec tous les habitants de l'Ariane, les comités de quartier, avec les pétitions que nous avons menées, en union avec toute la gauche à l'époque. Et il faut croire que c'est plus de 10 000 signatures qu'on a obtenues. Ça a permis de faire avancer les projets.
grâce aussi au maire de la Trinité, qui maintenant est dans l'équipe de la métropole, donc qui permet de faire avancer aussi des idées. C'est très très important. Aujourd'hui, avec ce qui était avant la ligne 16, mais on dit toujours la ligne 7, les habitants de l'Ariane, pour aller en ville, mettent beaucoup plus de temps que ce qu'ils devraient. C'est inadmissible de mettre 1 heure pour aller au travail le matin alors qu'on habite dans la ville. Et ça, ce problème donc, devrait être en partie résolu grâce à l'arrivée du tramway. On passe aux questions cash. Marine Le Pen était aujourd'hui à Fréjus, pas loin de chez nous. Demain, ce sera Éric Zemmour. Décidément, c'est une terre de campagne, mais c'est vraiment une terre de campagne de droite. Franchement, on se demande quelle est la place de la gauche, des écologistes dans cette région. Eh ben, il y a une liste d'union de la gauche et des écologistes à Menton. Et donc, c'est peut-être pour ça que M. Zemmour va aller à Menton, pour essayer de montrer ses muscles. Mais nous, on a une vraie liste très ouverte, citoyenne, de gauche et des écologistes. Et maintenant que la droite s'est bien divisée, on espère bien profiter de cette division de la droite pour gagner. Jean-Marc Governatori, qui était candidat au municipal à Nice, a été aussi candidat à la primaire des Verts. Est-ce qu'il a eu raison de se positionner au niveau national ? Il présentait une façon de faire de l'écologie qu'il appelait l'écologie au centre. Qui n'est pas la vôtre. Qui n'est pas la nôtre. Nous pensons que les problèmes sociaux et les problèmes écologiques sont liés et qu'on ne peut pas décorréler et juste faire de l'environnemental et s'occuper uniquement des animaux et de l'environnement. C'était donc important qu'il fasse entendre sa voix. C'est très dommage qu'il ait quitté la primaire avec fracas. Toute dernière question, parce qu'il nous reste 15 secondes. La région souhaite poser une candidature pour les JO dans les années 2030. Pour ou contre ? C'est absurde. C'est absurde. Dans 20 ans, il n'y aura plus de neige, donc ça voudra dire qu'il faudra plus de canons à neige, donc plus de consommation d'eau. On ferait mieux de penser le tourisme, un autre tourisme. Réfléchissons à un autre tourisme dans les années qui viennent. Et voilà, Azur Politique, c'est terminé. Merci Juliette Chanel-Leroux d'avoir été notre invitée.